Bonjour l'Afrique et bonjour le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette édition du débat panafricain. Nous sommes le dimanche 6 février de l'an de grâce 2022. La première partie est donc consacrée à la fois au Niger et donc au Sahel et bien sûr en République centrafricaine avec un petit détour en début d'émission en Guinée-Bissau où nous allons nous interroger sur la sincérité du président Sissoko Embalo, même si on sait qu'il n'est pas très favorable à des chefs d'État tels qu'Alassane Dramane Ouattara et même l'ancien président guinéen Alpha Condé avec qui ils étaient très souvent à couteau tiré. Anyway, ce sont nos panélistes qui nous en diront un peu plus. Accueillons-les très rapidement. Sur le plateau, donc, je suis avec Samuel Dionedor Yombi ce dimanche. Bonsoir Samuel Dionedor Yombi. Bonsoir M. Bachi, bonsoir au président Badakani et bonsoir au président, mon copanéliste, Dr Basilicain. Et un grand bonsoir à tous les techniciens qui, grâce à eux, nous sommes encore assis aujourd'hui sur ce plateau pour apporter la contribution pour l'édification de toute la jeunesse africaine des 54 pays, j'insiste encore, africains du grand continent et à des milliers de panafricanistes qui, chaque jour qui passe, nous sommes toujours debout pour pouvoir demander, lutter pour notre dignité. Et un grand bonsoir, plus particulièrement à ces valeureux lions indomptables qui hier soir, par la force providentielle, ils ont démontré encore que le fighting spirit camerounais n'est que la marque des lions indomptables, comme le disait son Excellence M. Paul Biya. Encore un grand bonsoir à tous les milliers de supporters du football, de la messe de la CAN Afrique qui se passe au Cameroun. Nous pensons que dans le sport, c'est un jeu et il y a toujours un vainqueur, il y a un vaincu, mais la victoire des Lions indomptables hier démontre la détermination du peuple africain qui se rassemble derrière un match de football et dans la vision qu'ils ont pour la lutte pour cette grande libération que nous voulons tous pour l'Afrique face aux Occidentaux. Merci Samuel Dionedor Yombi. C'est vrai qu'hier, il y a eu des frissons quand même du côté de Yaoundé avec un 3-0 jusqu'à la 70e minute. Et bien sûr, finalement, les Lions se sont réveillés. Félicitations à ces Lions et félicitations à l'équipe burkinabé qui n'a pas démérité, il faut bien le dire, un très beau football. Merci en tout cas d'être là. Docteur Simon Basilicain, Domilep est avec nous ce dimanche. Bonsoir, docteur Basilicain. Bonsoir Bachir et bonsoir à nos millions et millions de téléspectateurs. Bonsoir à nos techniciens et bonsoir à tous ceux qui se donnent la peine les après-midi comme ça de s'asseoir pour entendre parler de l'Afrique. Nous sommes là, Bachir, c'est pour parler de l'Afrique. Et bien sûr, parlons de l'Afrique avec un petit sujet d'accueil, m'avez-vous dit. On va y aller. Merci Bachir. Voilà, je ne sais pas si tout le monde a été attentif. 48 heures, seulement 48 heures avant le démarrage de la CAN, un grand laboratoire français, vous savez, quand il s'agit de l'Afrique, la France a la science infuse, a déclaré qu'on a découvert une nouvelle variante de coronavirus et que cette variante-là venait du Cameroun. Oh oui, je vous assure, 48 heures avant la CAN, c'était un coup de tonnerre. Bah, alors, moi j'ai réfléchi. Voici que la CAN s'achève aujourd'hui. Et dans quelques heures. Et c'est des laboratoires européens qui ont fait les tests. Et on a vu de nouvelles variantes de coronavirus nulle part. Oui. Alors, moi je me demande, c'est vrai que on sait que les Français, c'est pas, contrairement à ce qu'ils disent, ils ne sont ni civilisateurs, ni généreux. C'est tout le contraire. Mais de là à vouloir embêter les Africains qui se retrouvaient pour fêter le sport, et à inquiéter les gens pour dire, il y a un coronavirus tout nouveau, tout exceptionnel, tout virulent, qui ne se trouve qu'au Cameroun. Bachir, dans ces conditions-là, les pratiques les plus usuelles, c'est les autorités françaises saisissent les autorités sanitaires camerounaises pour dire attention, nous soupçonnons que faites des vérifications et on prend des dispositions pour. Quand les autorités françaises se permettent ce type d'annonce, qui, je suis à peu près certain, est faux, c'est pourquoi. En tout cas, la diplomatie camerounaise a pris le devant dès l'annonce de ces rumeurs pour rapidement mettre les pendules à l'heure. Alors, justement, je me disais que
je crois que parmi nos amis, eh bien, nous devons mettre la France en très bonne place. Très bien. Merci, docteur Basilika. L'occasion nous sera donnée de revenir sur ces différentes questions qui ont entouré la Coupe d'Afrique des Nations, l'une des plus belles d'ailleurs que l'Afrique ait pu connaître. Merci d'être là, docteur Basilika. Accueillons avec tout le respect qu'il lui doit le président Bandakani du nouveau mouvement populaire. Président Bandakani, bonsoir. Bonsoir Bachir, je vous retourne le respect. Comme je retourne le respect et mon émotion et ma déférence à mes companélistes, de Samuel Yumbi, qui est venu depuis l'Europe, l'Italie, pour venir accompagner son pays pour le grand succès de la CAN, qui est l'une des plus belles de l'histoire de la CAN. Maintenant, ce n'est plus discutable, mon cher Bachir. Je le salue pour sa disponibilité. Nous avons suivi depuis qu'il est là comment il s'est investi pour renforcer le front du combat ici à Afrique Média. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ça. Je salue le doyen Basilika. J'ai toujours dit que quelqu'un de son âge qui nous accompagne tous les dimanches pour tenir les discours qu'il tient, mon cher Bachir, mérite le statut de patriarche. C'est ça qu'on appelle patriarche en Afrique. C'est ça que nous l'appelons doyen et patriarche. Nous sommes très contents d'être sous son ombre pour chaque dimanche pour faire le travail que nous faisons. À sa suite, Bachir, vous allez me le permettre, à sa suite, il est très modéré. Il est généralement très modéré, mais c'est la question de ce fameux variant. Il faut dire que le Cameroun, par le biais du ministère de la Santé, avait fait un communiqué public où il avait été démontré magistralement que les conditions qui ont prévalu pour qu'on annonce l'existence de ce variant n'avaient aucune consistance scientifique. Mon cher Bachir. Et dès que le communiqué est sorti, ce variant qu'on appelait variant Cameroun a disparu. Plus. La leçon, c'est quoi? C'est que tout ce que vous racontez là, c'est du n'importe quoi. C'est ça la leçon. Vous avez le courage de le dire. Maintenant, c'est en train de finir partout, il lève les petites barrières partout. C'est du n'importe quoi. Nous avons affaire à une arme bactériologique, au même d'une classe de criminels qui ont décidé de finir avec l'humanité, et qui est une arme politique. Une arme géopolitique. Pour enrichir les gens. Deuxièmement, faire élire de voyous comme président, comme c'est le cas au Canada, et comme c'est le projet en France, mon cher Bachir, mais surtout nous amener, n'est-ce pas, opérer un génocide au niveau universel, parce qu'ils estiment que nous sommes trop nombreux sur la Terre. Le reste sont des histoires, tout le monde sait, ce sont des histoires. L'Afrique a vaincu cette affaire. C'est l'Afrique qui a vaincu le Covid, mon cher Bachir. On a vaincu ça. Et le débat est clos, mon cher Bachir. Le débat est clos à ce niveau. Mais mon sujet, ce qui m'intéresse, Bachir, permettez-moi, je vous en prie. On va aller très rapidement, je vous en prie. Oui, vous ne me refusez rien. Vous ne me refusez rien. Bachir, je suis malien cet après-midi. Ah, d'accord. Malien. Je suis davantage malien cet après-midi. D'accord. Je voudrais apporter mon soutien au Premier ministre de la Transition, au colonel Dia, oui. C'est Diao, Wagé, et Ben le savent. Vous savez pourquoi, non? Vous me le dites, vous nous le rappelez. Ils ont été sanctionnés par l'Union européenne. Oui. Ainsi que leur famille. Ainsi que leur famille, oui. Et les sanctions sont connues. Ils ne peuvent pas être de transit sur le territoire de l'Union européenne. Ils ne peuvent pas. Bref, le territoire de l'Union européenne leur est interdit. Il est interdit de leur envoyer de l'argent et leurs avoirs sont gelés. Oui. Parce que moi, je ne voudrais pas insister sur la consistance de le contenu de ces sanctions. Mais je voudrais dire deux ou trois choses rapidement. Bachir, premièrement, ceux qui sanctionnent là, eux qui les sanctionnent, mon cher Bachir, j'ai envie de faire une démonstration pour que vous compreniez à quoi nous avons affaire. À des imposteurs, à des brigands de grand chemin, mon cher Bachir. Écoutez, dans l'histoire de l'humanité, depuis que le droit existe, depuis que les humains ont commencé à dire qu'il faut la justice et le droit, Bachir, vous ne sanctionnez pas les gens, vous devez sanctionner au nom d'un tribunal, au nom d'une instance judiciaire qui existe au nom de ceux, non, au nom de ceux qui y sont assujettis. Au nom de ceux qui vous permettent de rendre justice. C'est-à-dire qu'au Cameroun, on rend justice au nom du peuple camerounais. Mon cher Bachir. Oui. Maintenant, quand ça concerne deux États, vous ne pouvez pas sanctionner un État si à la base, il n'y a pas une entente minimum, c'est-à-dire il n'y a pas une entente minimum, au nom de laquelle les sanctions sont justifiées. Mon cher Bachir.
Il faut bien voir l'homme de partir. Hein. Ces gens passent le temps à sanctionner d'autres nations. Mais eux qui les sanctionnent, Bachir, est-ce qu'il n'y a pas des milliards de raisons sur la terre, non seulement pour qu'on les sanctionne, mais qu'on les mette au banc de la communauté humaine? Vous comprenez? C'est-à-dire que, pour le cas du Mali, l'Union européenne sanctionne l'État malien et ses plénipotentiaires au nom des valeurs de l'Union européenne. Des intérêts. Non, je ne sais pas si on me comprend. Hein. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. C'est-à-dire que... Ils ne sont pas européens. Oh non, vous avez bien compris. Les Maliens ne sont pas des Européens. On est d'accord. C'est un État. Il s'agit de monsieur le Premier ministre du Mali. Du Premier ministre du Mali. Vous pouvez parler que de lui. Les Européens se réunissent, sanctionnent le Mali. Le motif c'est quoi? C'est qu'ils ont porté atteinte aux élections. Et ils ne transfèrent pas le pouvoir des autorités élues. Voilà le motif. Mais comment on peut sanctionner, comment l'Europe peut sanctionner le Mali sur la base des valeurs européennes? Ça veut dire que nous sommes en droit ici, désormais, Bachir. Si nous sommes responsables et sérieux, c'est ce que nous avons commencé à faire. On se demande pourquoi nos autorités ne veulent pas prendre la hauteur des événements, se mettre à la hauteur des événements, Bachir. Ça veut dire que nous, en Afrique, les LGBTQIA, leurs bêtises là, c'est un crime chez nous. Ces valeurs sont inadmissibles chez nous. Donc, à partir du moment où ces valeurs sont des valeurs en Europe, ça veut dire que nous sommes fondés désormais à sanctionner l'Union européenne. Vous comprenez? Mais, Bachir, ça ne se fait pas dans les relations entre États. C'est-à-dire que si moi j'ai mes valeurs, vous avez les vôtres, on s'entend. On négocie un gentleman agreement. Un automatique pour dire que, ok, tu as tes valeurs, j'ai les miennes. Mais on peut quand même s'entendre ici. Mais lorsque un autre État ou une autre entité politique décide de sanctionner un État sur la base de ses valeurs à elle, de la conception qu'elle a de certaines valeurs qu'elle a proclamées universelles, sans parler avec personne, mon cher Bachir, c'est une régression, c'est de la sauvagerie, c'est un crime, mon cher Bachir. Et le débat est celui-ci. Mais les Africains vont réagir quand? L'Union européenne a sanctionné le Mali, on sait pourquoi, c'est en solidarité avec la France. Donc, l'Union européenne parle aux Africains, mon cher Bachir. L'Union européenne parle aux Africains. À la limite, on peut s'en foutre des sanctions de l'Union européenne. Mais les Africains font quoi? Les Africains vont aller se réunir dans quelques jours à Bruxelles. Dans un sommet de bandits convoqué par le petit foyer de l'Élysée. Vous comprenez? Il dit qu'il va convoquer les États africains pour un New Deal. Les pays africains vont aller s'asseoir, Bachir, à Bruxelles, sans se soucier de la situation du Mali. Une solidarité, Bachir. Ça veut dire que ce qui s'est passé avec la Libye, ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire du président Gbagbo, on n'a pas tiré les leçons, mon cher Bachir. Et c'est la mort de Kadhafi qui a créé ce qui se passe au Sahel là. Mais quand on tue Kadhafi, les pays africains, chacun a fait comme s'il s'occupait de ses affaires, Bachir. Ça recommence. Les Européens nous montrent ce qu'il y a à faire, Bachir. Il est temps que les Africains se comportent comme les êtres humains. Il est temps qu'on ait enfin des autorités, mais qui sont, du moins, qui sont présidents quand même pour notre nom. Comme M. Bachir. Il n'est pas normal aujourd'hui que l'Union africaine se taise. Il n'est pas normal que les dirigeants africains portent leur veste, vont s'asseoir à Bruxelles dans un faux sommet où on propose un faux New Deal, alors que l'Union européenne a osé sanctionner le Mali, Bachir. Des sanctions qui ne sont fondées en rien. Alors nous on dit ceci, nous les panafricanistes. Nous on dit ceci, Bachir. Voilà, nous sortons. Oui, nous on dit ceci. Moi je me sens Premier ministre du Mali. Je suis désolé. Hein. Je me sens colonel Dior, colonel Ouagué. Je me sens Ben le cerveau. Bachir, l'Union européenne nous a déclaré la guerre. Il y a eu un temps où le président parlait en notre nom, nous tous, on se taisait. L'époque là est finie. Ils sont le président, on est d'accord. Mais ils n'ont plus le monopole de parler en notre nom. C'est-à-dire qu'ils sont défaillants, nous on prend le relais. Je suis en train de dire que l'Union européenne a déclaré la guerre au panafricanisme. Bachir, dans les semaines et les mois de l'année qui viennent, Bachir, vous verrez ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va arriver à l'Union européenne. Parce qu'elle a osé sanctionner le Mali. Disons qu'on travaille, non? Je prends le monde entier à témoin, Bachir. Ces sanctions ne passeront pas inaperçues. L'Union européenne regrettera toute sa vie. C'est la sanction de trop. D'avoir osé sanctionner le Mali. S'ils sont sages, qu'ils retirent ces sanctions trop vite. Vous comprenez? Moi, je ne suis pas
élus, hein, je suis élu par personne, je parle à mon nom. Ouais. Mais je suis en train de prévenir l'Union européenne. S'ils sont sages, qu'ils retirent ces sanctions très vite, Bachir. Pour terminer, ces sanctions pour nous sont nulles. Vous savez pourquoi? L'Union européenne, c'est une organisation de corrompus. Corrompus totalement. Depuis la présidente de l'Union européenne, en continuant par les députés et tout, c'est une bande de corrompus. Il y a les preuves. Big Pharma les a achetés tous. Il y a les preuves. Ils ont signé les contrats avec les laboratoires pharmaceutiques où il y a des partis qui sont carrément gommés en noir. Bachir, gommés en noir. Et ils n'ont même pas lu. Corrompus. Deuxièmement, l'Union européenne, mon cher Bachir, valide l'homosexualité, le lesbianisme, Bachir, la zoophilie, Bachir. C'est-à-dire que la zoophilie, tout ce que vous pouvez imaginer, ce sont des valeurs qui sont célébrées là-bas. Or, l'Union européenne nous dit qu'ils sont une civilisation judéo-chrétienne. C'est pas vrai? Ils disent que les racines sont judéo-chrétiennes. Bachir, le judéo-christianisme, ces choses-là. Est-ce que vous le savez? Le judéo-christianisme, originellement parlant, si vous lisez l'Ancien Testament, vous lisez le Nouveau Testament, qu'ils disent être leur livre de chevet, leur livre généalogique, ces choses-là sont interdites, mon cher Bachir, et condamnées par la Bible, et des sanctions sont bien définies pour celui et celle qui pratique ça, mon cher Bachir. Non seulement pour les individus, mais pour les nations qui les pratiquent. Comment peut-être dans une nation, des nations judéo-chrétiennes, et célébrer de telles valeurs? Lorsque vous falsifiez votre identité, vous mentez sur vos racines, vous êtes des faussaires. C'est une organisation de faussaires, mon cher Bachir. Merci, président Vous Bandakani. pouvez sanctionner les hommes, merci, mais Dieu, Bandakani. le temps de Voilà Dieu, donc. quand le temps de Dieu va arriver, vous sanctionnez aussi. Merci, président Bandakani. Eh bien, allons-y rapidement vers notre cher géopoliticien attitré, Luc Michel, qui est bien confortablement assis et qui nous a écoutés depuis quelques minutes déjà. Luc, bien le bonsoir. Et bonjour à ton plateau. Je tiens particulièrement à apporter mon soutien à Bandakani, qui a été violemment attaqué vendredi dernier sur les réseaux sociaux ivoiriens par des domestiques d'Alassane Ouattara. Il a toute ma solidarité, comme d'habitude lorsqu'il est attaqué. Maintenant, dans ce qu'il vient de dire, le problème, c'est pas seulement celui de l'Union européenne, c'est surtout celui des Africains. Aujourd'hui, il y a à Addis Abeba l'ouverture du sommet de l'Union africaine. Le principal sujet de discussion, c'est l'acceptation ou pas d'Israël comme observateur. Israël, qui n'est pas un pays africain, mais le principal allié de politique intérieure. Qu'est-ce que les Africains vont devoir faire? Ils vont se fracturer. Les pays arabes, notamment la Mauritanie, l'Algérie particulièrement, à qui on demande de prendre position, ils vont se fracturer avec des pays pro-occidentaux, comme Félix Tshisekedi, par exemple, ou Paul Kagame, qui sont des partisans d'Israël. Qu'est-ce que l'Afrique a à voir avec la question de l'adhésion comme observateur d'un pays extra-africain qui est Israël? Cela révèle simplement que l'Union africaine n'a aucune autonomie géopolitique. Vous saviez qu'en 2019, ça sera ma chute, il y avait le président Kagame qui avait voulu définir ce qu'il appelait le programme de l'émergence 2063. Il avait confié la rédaction de ce programme à 3 think tanks américains basés à Washington. Il n'y avait pas d'Africains alors qu'il y en a. Et pas une seule fois le mot géopolitique. Je le dis toujours, la géopolitique, c'est la science du 21e siècle. Pas une seule fois le mot géopolitique n'était inscrit dans cette soi-disant émergence 2063. La première libération, c'est François Fanon qui l'avait expliqué. L'Union africaine doit se libérer des anciens colons au sein de ses esprits où elle n'arrivera à rien. Je pense, comme beaucoup de panafricanistes, que l'OUA a échoué à cause du Maroc déjà. L'UA, depuis la mort de Kadhafi, a échoué. Il est temps que l'on songe à une nouvelle Union africaine. Je le soulignais ainsi, et donc nous allons
dit, la responsabilité de certains de nos compatriotes africains. Luc, nous restons avec vous. Puisque nous parlons du sujet d'Akemichi, je voudrais qu'on aborde ce sujet en 2 minutes, tout au plus, 2 minutes vraiment, pour qu'on puisse aller vers les sujets principaux, parce que c'est très important quand même. La question centrafricaine, j'aimerais bien vous entendre, après avoir aussi écouté les témoignages qu'on va suivre tout à l'heure. Luc, Guinée-Bissau, alors il y a eu un coup d'État manqué, et finalement, le président Sissoko Embalo, qui a fait une sortie, il a affirmé qu'il y avait beaucoup de victimes, c'est vrai. Le calme est revenu à Bissau, là c'est encore vrai. Mais Sissoko Embalo est-il un ami de la France-Afrique? C'est la question, et on l'a pris de certains de nos téléspectateurs. C'est tous les éléments qu'on possède malheureusement. Et vous devez comprendre quelque chose, c'est que le coup d'État pro-russe au Mali, il a glacé les Occidentaux. Et ils ont tendance à faire leur force pour qu'il y ait des coups d'État dans d'autres pays. Le but, c'est quoi? C'est de mettre les Maliens avec les pro-occidentaux dans le même sac. Par exemple, le colonel Doumbouya, qui est l'agent de liaison avec l'Africain-Américain dans son pays, et de dire, voilà, tous ces militaires sont illégitimes, c'est de présenter les Maliens qui sont appuyés sur une révolution populaire comme une junte illégitime. Les Français, ils commencent à parler des généraux maliens qui n'existent pas puisque ce sont des colonels, mais ça rappelle de mauvais souvenirs comme le colonel Kadhafi. Évidemment, il y a maintenant toute une propagande pour mettre tous ces gens dans le même sac. C'est évidemment le but de délégitimer les Maliens et de délégitimer la révolution qui est derrière eux. Malheureusement, tous les gens qui prennent le pouvoir en Afrique ne sont pas des panafricanistes, ce ne sont même pas tous des nationalistes, des souverainistes. Il y a dedans un grand jeu géopolitique autour duquel les Maliens se situent du côté du bloc de l'Est. Il y a une action actuellement de l'Iran pour faire basculer un certain nombre de régimes pro-français au Sénégal ou au Bénin du côté du bloc de l'Est. Et évidemment, les Américains et les Français vont favoriser des coups d'État qui, eux, sont des coups d'État purement pour ramener au pouvoir les éléments pro-français. Voilà ce qu'il faut retenir de ce qui se passe en Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, c'est un État qui est totalement sous l'influence américaine. Ça a longtemps été la plateforme du trafic de la drogue avant que ce ne soit la Côte d'Ivoire. Le vice-amiral qui commandait la marine de Guinée-Bissau, il a été enlevé dans les eaux territoriales internationales. Il est en prison à vie aux États-Unis parce que les États-Unis se sont arrogés le droit de le juger. Et depuis, il contrôle toute la vie politique et militaire dans ce pays qui est devenu une dépendance des États-Unis. Voilà tout ce qu'il faut retenir de cette affaire. Maintenant, il n'est pas impossible, d'après les éléments qu'on a, que les gens qui ont tenté de prendre le pouvoir, eux, ce soient des jeunes officiers patriotes, mais le président qui a été ramené au pouvoir sous les applaudissements de la CEDEAO, ça veut tout dire, c'est un homme de la France-Afrique. Qui estime que le fait qu'il soit revenu sous les applaudissements de la CEDEAO le présente, en tout cas le définit déjà comme membre de la France-Afrique. Samuel Dionodor Yombi, votre avis là-dessus? Oui, monsieur Bachi, nous pouvons tout simplement avoir une remarque et de savoir que l'homme lui-même en personne, en tant qu'Africain, il a ce côté panafricain. Mais dans les louanges d'où il se retrouve, il a cette dette qui est française pour son affinité avec certains couloirs de ramifiement française, dont la logique prouve que l'analyse que Luc Michel, que je salue en passant, n'est que quelque part juste, mais nous devions prendre encore beaucoup d'attention pour voir l'évolution de ce qui se passe en Guinée-Bissau, parce que jusqu'à présent, la sortie du président Sissoko Embalo, il a plutôt rassuré les populations, rassuré les peuples africains, rassuré les panafricains, pour dire je suis en vie, malgré qu'il y a des morts, mais ce n'est pas ça qui est la quintessence que nous voulons savoir. Nous voulons quelque part savoir si réellement dit M. Sissoko Embalo, il est pris au piège dans une ténière. On lui dicte ce qu'il doit dire. En attendant, voilà pourquoi nous devons rester un peu prudents encore pour savoir que le coup d'État a été manqué. Il n'a pas
et sa vie a été sauve. Ceux qui sont décédés perdent leur âme quelque part. Où va aujourd'hui la Guinée-Bissau, qui est sortie, comme nous le savons, il y a une décennie, dans les mailles des narcotrafiquants. Aujourd'hui, il était arrivé comme celui-là qui devait être le sauveur pour ramener une démocratie. Pour ramener quand même qu'il a pris un certain nombre de mesures qui rendaient difficile le trafic de drogue. Notamment les grands barons se sentaient quand même vraiment en difficulté avec lui. Oui, c'est dans cette démarche que nous avons aperçu vis-à-vis de lui que celui-ci c'était vraiment un panafricain qui se souciait du bien-être de Guinée. Oui. Et aujourd'hui, qu'on se retrouve dans un coup d'État manqué comme ça veut dire, ce coup d'État manqué même, comme je le dis bien, ce n'est qu'une simulation que nous avions vue en 2008 avec le maréchal Idriss Déby, que la France est rentrée jusqu'en N'Djamena pour le ramener, contraindre à pouvoir signer certains documents que nous le savons tous qui a ramené la stabilité en N'Djamena. Avec l'affaire Lâche des Zoué. Oui, Lâche des Zoué et tant d'autres. Mais nous, aujourd'hui, quand nous regardons maintenant, l'homme et l'entourage du président Sissoko Embalo et puis les intérêts américains et surtout la France qui ne voudrait pas voir la Guinée-Bissau partir parce que le panafricanisme est en train de faire vraiment son empreinte partout dans les 54 pays africains et nous devions encore jusqu'à présent rester encore prudents pour voir l'évolution de comment se passe sur le terrain avec les valeurs qui sont réincarnées par le président Sissoko Embalo parce qu'à tout moment, ce qui est sûr, et la vérité sera dite. Nous sommes tous des panafricains, nous avons des ramifications un peu partout et nous avons aujourd'hui la majorité au pluriel des Africains panafricanistes aujourd'hui suivent à la loupe les déplacements et les mouvements des chefs d'État africains que nous pensons qu'aujourd'hui restons encore ouverts pour voir l'évolution et nous allons faire plus de débats dans les jours et dans les mois et dans les semaines à venir. Merci Samuel Junior Yombi. Docteur Basilika, comment avez-vous vécu ou sinon comment analysez-vous ce qui s'est passé en Guinée-Bissau, ce coup d'État manqué qui finalement si l'on s'en tient au dire du président, s'avère être une sorte de volonté d'en découdre avec lui, au vu de ce qu'il a abattu comme travail dans la lutte contre les narcotrafiquants. Bachir, chaque fois qu'il y a un événement qui se passe en Afrique, on se pose, nous sommes en droit de nous poser des questions. Qu'en sera-t-il pour l'Afrique? Eh bien, pour ce qui concerne la Guinée-Bissau, dites-vous que après le Mali, après Burkina Faso, je me suis dit, bon, tant mieux, la voie panafricaine est en marche. Mais à cause de tout ce que nous apprenons, nous devons simplement déplorer les morts, s'il y en a eu, les victimes, les dégâts, et inviter les Bissau-Guinéens à connaître, à reconnaître et à faire en sorte que l'Afrique soit le souci permanent de tous les Africains, parce que l'Afrique aujourd'hui est en guerre. Avant, je pensais que nous étions en guerre contre l'Occident, nos ennemis, les gens qui nous ont esclavagisés, colonisés, exploités, éhontément et sans état d'âme. Eh bien, je constate que vraiment, quand je vois comment la CEDEAO se conduit vis-à-vis du Mali, je me demande si les Africains sont vraiment conscients. Ou alors que nous avons des équipes dirigeantes qui doivent l'essentiel de leur pouvoir de l'étranger et qui se disent, tant que je reste au pouvoir, tant pis pour mes concitoyens. Et j'espère que ce ne sera pas, ça n'a pas été le cas de la Guinée-Bissau, en tout état de cause. Je prie pour que la Guinée-Bissau rejoigne ces quelques pays qui sont en train de se libérer de ce joug occidental, de ce joug dont le principal acteur, c'est la France, hein, parce que il faut dire les choses comme elles sont. La France dit aux Européens, aux autres Occidentaux, nous avons une certaine expérience de l'Afrique. Quoi que vous vouliez en Afrique, passez par nous et vous l'aurez. Ça veut dire, les dirigeants, la plupart des dirigeants africains sont corsetés, menottés,
Et ils ne peuvent faire que ce que nous souhaitons. Et ce que la France souhaite, ce n'est pas du tout l'intérêt de l'Afrique. Merci, docteur Basilike. C'était bien 2 minutes chrono. Président Mandakani, si c'est quoi Mbalo? Permettez-moi de retourner à mon ami Michel. Toute ma reconnaissance par rapport à la solidarité qu'il n'a jamais cessé de m'apporter. Et depuis une semaine, il le martèle. Oui, tout à fait. Je lui témoigne toute ma reconnaissance. Je lui tire mon chapeau, je le salue. Je lui tire le chapeau de camarade de combat et il sait ce que ça veut dire. Je lui suis reconnaissant et comme d'habitude, on n'oublie pas. Ce sont des devoirs que les camarades révolutionnaires, les camarades militants ont vis-à-vis les uns les autres. Maintenant, c'est le gouvernement ivoirien qui m'attaque dans les réseaux sociaux, je le sais. Le gouvernement ivoirien qui m'attaque. Je comprends ça très bien parce que je les empêche de dormir. Mais je vais simplement dire que je n'ai pas de coup de fusil. Je ne tire pas sur quelqu'un, je n'ai pas de fusil, hein, j'ai la parole. Et si ma parole peut empêcher le terroriste en chef, ancien putschiste devenu président, par les moyens que nous connaissons, peut l'empêcher de dormir, ce n'est pas quelques agitations dans les réseaux sociaux qui peuvent m'impressionner, mon cher Bachir. Monsieur Ouattara, c'est l'ennemi du continent africain. C'est la plus grande catastrophe qui a frappé le continent africain depuis 70 ans. Quand j'ai commencé à le dire ici, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Aujourd'hui, mes ennemis d'hier se retournent et commencent à comprendre. Je veux parler d'une bonne partie de nos frères, comme caricature en appelant Djoula. Ces caricatures-là, ils comprennent aujourd'hui parce qu'ils voient le vrai visage de celui qu'ils ont soutenu hier contre leur frère, n'est-ce pas, de la sous-région. Donc, il en faut plus que ça pour m'impressionner. Je dis merci à Luc Michel. Pour revenir à votre débat, mon cher Bachir. N'oubliez pas, on a 2 minutes. Oui, non, je n'ai même pas grand-chose à dire. Vous avez j'ai repris à mon compte. Je reprends à mon compte tout ce qui a été dit par ceux qui m'ont précédé, Luc Michel, tous ces consorts. À la simple... ce que je peux ajouter, c'est que il faut comprendre qu'en Guinée-Bissau, il y a un équilibre politique qui est très précaire. Qui est très précaire parce que les ressorts de la stabilité politique dans un État n'existent pas dans ce pays. Et c'est vrai que le pays a quand même une très longue tradition de coup d'État. Et ça se répète. Vous avez tout compris. Et quand vous regardez cette situation économique, quand dans un pays, il y a les ressources disponibles sont extrêmement faibles, et que vous avez une structure étatique, franc CFA, où vous avez une élite qui est en train de vivre extra-anti, mon cher Bachir, pour rapporter ça à la pauvreté. Parce qu'en Guinée-Bissau, vous avez sur trois personnes, 3 habitants, 2 vivent en deçà du seuil de pauvreté. Alors, c'est pas que la Banque mondiale dit que je le prends, hein. Ce qu'elle dit là, c'est vérifié à tout point de vue. Ils sont près de 2 millions d'habitants. Vous voyez qu'il y a des problèmes économiques très très sérieux, mon cher Bachir. Alors, quand vous greffez une élite totalement corrompue, qui est engluée dans les blocages structurels de franc CFA, vous comprenez qu'il y a très peu de ressources, mais il y a beaucoup de bouches à nourrir. La bagarre pour l'accès aux ressources devient darwinienne. Et l'élite donc qui a le pouvoir, surtout l'élite militaire, Bachir, va se servir. À un moment donné, c'est la rente de la drogue qui a prévalu. D'ailleurs, c'est pas fini. C'est pas fini. Quand on dit plaque tournante entre l'Amérique latine et l'Europe, ça veut simplement dire que ça va très loin. Aujourd'hui, nous savons qu'un pays comme la France est une plaque tournante de la drogue dans le monde. Les gens ne le savent pas. Alors, quand vous voyez, quand c'est plaque tournante, ça veut dire que vous comprenez très bien ce qui peut être la relation entre Guinée-Bissau et la France, puisqu'il y a des présidents français qui sont impliqués dans cette affaire. Sarkozy en est un exemple. Et celui qui est là n'est pas loin de ça. Qu'on ne le trompe pas. Monsieur Macron n'est pas loin de ça, je le cite. De ça. Donc, vous voyez très bien que vous avez le trafic du bois. Il y a un ensemble de trafic. Aujourd'hui, actuellement, il y a même une bagarre entre... il y a une des raisons là. Il y a un problème très sérieux entre... il a un conflit avec son premier ministre, avec qui il ne s'entend pas. Il a des conflits très sérieux avec certains réseaux de l'armée qui estiment que les mesures qu'il prend, c'est pour favoriser son clan, autrement dit son gang à lui, dans la bagarre qu'ils ont pour la gestion des trafics. Vous savez très bien que quand dans l'armée, vous avez ça, c'est dangereux, le coup de à tout moment. Maintenant, j'ai seulement ajouté ça à tout ce que Luc Michel a dit, à tout ce qu'ils ont dit, pour dire que le fait même qu'il soit sorti vivant, parce que là, il y a un désaccord là, très profond entre lui et le Parlement sur le partage des ressources pétrolières à la frontière avec le Sénégal.
c'est un problème très sérieux parce que le Parlement, quand vous regardez la structure du Parlement de Guinée-Bissau, vous comprenez que le Parlement est dominé par des députés qui représentent chacun, d'une autre, un groupe de barons, un clan dans le pays. Donc, il y a une bagarre extrême pour le partage de ces ressources-là. Donc, là, il est sorti vivant. Gloire à Dieu. Mais je vous dis, on n'est pas... Ça peut repartir à tout moment, Guinée-Bissau. Ça peut exploser à tout moment, c'est pas fini. Parce que comment il fera pour mettre tous ces groupes-là, n'est-ce pas, en accord? Il ne peut pas. C'est-à-dire, pour que ces réformes aboutissent, il est obligé de se débarrasser des autres clans. Oui, s'il veut faire un travail pour la population, il est obligé de le faire. Or, si tente de toucher un clan, on va dire, mais c'est toi qui es qui? Tu fais ça pour ton clan. Toi-même, tu as été premier ministre ici. Tu as été général. Tu as mangé avec nous. On était ensemble ici. C'est parce que maintenant, tu es devenu président. Vous savez que quand il est devenu président, il y a eu 4 mois de blocage électoral. Blocage. On n'a pas reconnu son élection. 4 mois. C'est que la CEDEAO vient de connaître son élection. Donc, il y a une instabilité chronique, structurelle, propre à ce pays qui nous désole. Et ça fait mal parce que c'est le pays d'Amilcar Cabral. Un des plus grands héros panafricanistes de l'histoire de l'Afrique. Comme une fois de plus, les impérialistes ont réussi à retourner l'histoire du pays contre lui-même. Et puis le Cabral est parti. Et son frère qui a pris le pouvoir, après lui, il est allé de dérive en dérive, mon cher Bachir, sur fond de manœuvres géopolitiques, comme le disait Luc Michel. Vivement que ce pays-là retrouve la stabilité. C'est tout le mal qu'on lui souhaite en tout cas. C'est facile de dire, Bachir. Et pas facile à faire. Merci, Président Bandakani. On attend, on change la thématique, on en a fini avec le sujet d'accueil qui pourra revenir dans les prochaines éditions.